Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau format de cours. On va essayer de voir si c'est de meilleure qualité, évidemment, que les précédentes interventions. Alors, démarrons donc le troisième chapitre de thermodynamique, qui s'intitule Second principe, bilan d'entropie. Alors, second principe, bon, on imagine qu'on a vu le premier, donc il y a certainement d'autres notions qui vont compléter le premier principe parce qu'il est insuffisant, donc c'est la raison de ce deuxième principe, il est insuffisant pour prévoir, pour prédire ce qui se produit expérimentalement. Nous, dans la vie courante, on a une très bonne expérience de ce qui se passe, on sait prédire par l'expérience, mais le second principe va être là pour nous permettre de prédire quantitativement les phénomènes qui se produisent, qui se déroulent réellement. Alors l'entropie, encore une nouvelle notion, cette grandeur entropie est moins facile à appréhender que les précédentes notions qu'on a déjà rencontrées, c'est-à-dire l'énergie interne, l'enthalpie. Là, l'entropie, alors pour que vous ayez tout de suite une idée de ce que c'est, eh bien, cette grandeur va donner une idée du désordre des systèmes. Plus les systèmes vont être désordonnés, donc c'est-à-dire avoir énormément de degrés de liberté de mouvement, et plus l'entropie du système sera élevée. Donc voilà, maintenant on va évidemment rentrer dans les choses plus sérieuses et décrire tout ça, mais l'idée du chapitre c'est prévoir l'évolution du désordre des systèmes. Mais évidemment, c'est dit avec les mains, enfin dit avec les mots comme ça, c'est pas rigoureux du tout, mais je trouve que c'est important quand même d'avoir une idée de ce que représentent les grandeurs avant de démarrer. Alors, on va commencer par donc un exemple introductif montrant que le premier principe est insuffisant pour connaître le sens des échanges thermiques. Alors, si on considère, hop là, si on considère, excusez-moi, comment ça s'appelle, un calorimètre, donc c'est-à-dire une enceinte aux parois calorifugées. Hop, une enceinte aux parois calorifugées, eh bien, donc je représente ça j'aurais dû prendre un petit carré, bon, une enceinte aux parois calorifugées, hop. Alors, pour représenter les parois calorifugées, vous faites des petites hachures. Hop. Dans ce calorimètre, eh bien, je vais insérer, insérer donc de l'eau à 50 degrés et ajouter de l'eau à 20 degrés. Donc, on va noter le premier système, donc système 1, 0 à 0, la température T01, le deuxième système, la température T02. Alors, si on applique le premier principe au système entier, qui regroupe l'eau chaude plus l'eau froide. Alors, que l'on utilise la fonction d'état enthalpie ou la fonction d'état énergie interne, nous arrivons au même résultat parce que l'eau est une phase condensée. Donc, si j'applique le premier principe, je vais écrire avec la fonction d'état énergie interne, delta U. Alors, je n'ai pas précisé delta EM macro, parce que le système est considéré immobile, C macro, pardon, le système est considéré immobile. Alors, donc delta U égale Q plus le travail des forces extérieures qui s'exercent sur le système. Là, le système étant aux parois rigides, ne recevant pas de travail sous forme électrique, eh bien, le travail des forces extérieures, on peut considérer qu'il est nul. Par ailleurs, au vu du système qu'on considère, avec qu'il s'agit d'un calorimètre, comme son nom l'indique, eh bien, les échanges thermiques sont négligés et donc la chaleur reçue de l'extérieur est nulle. Ce qui veut donc dire que, globalement, pour le système entier, delta U égale 0. Mais delta U, on peut le scinder en deux parties, c'est-à-dire un premier terme qui correspond à la variation d'énergie interne du premier système, donc système O, on va dire chaude, entre guillemets évidemment, alors je vais mettre O1, et un deuxième système
qui correspond à une deuxième variation d'enthalpie qui correspond à la variation du système 2. Mais étant donné que ces systèmes 1 et 2 sont des phases condensées, eh bien on peut utiliser la définition de l'enthalpie, de l'énergie interne pour une phase condensée, c'est-à-dire M1 CV massique delta T1 plus, de la même façon pour le deuxième système, M2, la masse du deuxième système fois la capacité thermique massique, j'allais écrire CP, mais ça aurait été strictement identique, delta T2. Alors vous savez bien que les deux systèmes vont voir la température finale s'établir à une seule valeur, évidemment, une seule valeur de température finale. Donc on va avoir M1 TF moins T01 plus M2 TF moins T02. Hop. Avec la capacité thermique un facteur de masse de tout ça. Voilà, la capacité thermique, je la rajoute ici. Et le petit signe, voilà. Alors, maintenant, en fait, on peut reconnaître aussi, si on applique le premier principe à chacun des systèmes, on s'aperçoit qu'on arrive en fait à, j'aurais dû scinder en deux parties, la chaleur de tout à l'heure, qui est la chaleur reçue de la part du système global, est nulle, mais chacun des deux systèmes pris indépendamment, chaque système pris indépendamment reçoit une chaleur de la part de l'autre système. Donc on peut scinder en Q1 plus Q2. La somme des deux est donc égale à 0. Et là, le premier principe ne nous dit absolument pas qui de Q1 et Q2 est positif. Donc qui de Q1 et Q2 est négatif. On peut avoir ces deux possibilités-là. Nous, par contre, dans la vie courante, on sait très bien que le système qui était initialement à 50 degrés va avoir sa température baissée, tandis que le système qui est initialement à 20 degrés va avoir sa température finale supérieure à sa température initiale. Ce sont les systèmes de plus forte agitation thermique qui vont céder leur énergie au système de plus basse agitation thermique. Alors que le premier principe ne nous le précise absolument pas. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va devoir, c'est ce que va permettre le deuxième principe, c'est de prédire les échanges thermiques, les échanges d'énergie, pardon. Alors, avant de poursuivre, donc c'est ce que faut retenir, hein, voilà ça, on aperçoit que le premier principe insuffisant pour connaître est-ce que, alors je n'ai pas rempli, le système 1 évidemment a cédé de la chaleur, donc il a cédé de la chaleur Q1 négatif, alors que le système 2 lui en a reçu. Voilà. Alors maintenant on va parler donc de caractère irréversible des transformations que l'on fait subir au système. Irréversible. Alors déjà, premier point, toutes les transformations sont par nature irréversibles. Déjà, première chose. Alors maintenant, que serait une transformation réversible? Ce serait une transformation pour laquelle, si on était capable de filmer les transformations dans un sens, dans le sens de déroulement du temps, eh bien, si on inversait de façon imperceptible les paramètres d'évolution, eh bien on rebasculerait dans le phénomène inverse. C'est comme si on remettait la vidéo dans l'autre sens. Évidemment, c'est impossible dans toutes les situations que l'on rencontre. Alors, on va voir ça sur des exemples que, eh bien, c'est impossible. Donc, par exemple, si vous ouvrez une bouteille de parfum, eh bien, vous allez voir les molécules qui vont voir, surtout sentir, les molécules qui vont, eh bien,
se diffuser progressivement. Alors l'idée pour la modélisation, c'est, hop, on va considérer, une enceinte, hop là, j'ai cliqué dessus, hop, une enceinte, comme ceci. D'un côté, vous avez des molécules, comme ceci. Ici, dans l'autre côté, vous avez du vide. Donc là, c'est la modélisation de ce que j'ai dit à peu près. Exemple, bouteille de parfum, par exemple, que vous ouvrez. Hop. Donc le vide, à t égale 0, vous retirez la paroi. Hop. La paroi. Que va-t-il se passer? Évidemment, vous savez bien que peu à peu, les molécules vont se répartir de façon à avoir qu'il y ait une homogénéité de la concentration de particules comme ceci. Hop. Alors, bien évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune chance, enfin aucune chance. C'est pas exactement le cas, on le verra quand on fera de l'entropie statistique. Dans un prochain cours, je vous montrerai un petit exemple de calcul d'entropie statistique. Il n'y a aucune chance que les molécules ne repartiront pas, ne retrouveraient pas l'état initial. Les molécules ne rentreront pas dans le premier compartiment. Ne retrouveront pas leur position initiale. Forcément, même si vous modifiez, ne retrouveront pas leur position initiale. Alors si on prend un autre, donc même si on renversait tous les paramètres qui pilotent cette évolution. Un autre exemple, c'est si vous considérez, alors, hop, si on considère, bon, on va le mettre ici, je vais avoir de la place, je vais insérer une page, hop, on va insérer une page. Alors si on considère un deuxième système, deuxième exemple. Par exemple, vous avez, je sais pas, un échantillon de métal qui est initialement à 20 degrés. Le métal donc à 20 degrés, plongé dans une étuve. À 50 degrés par exemple. À 50 degrés. Eh bien, l'évolution de la température, je me représente schématiquement ce qui se passe. Alors ça, il n'y a aucun souci, on peut, quand vous serez l'année prochaine, vous pourrez vous aurez les outils pour représenter l'évolution de la température en fonction du temps pour un système de ce type-là. Donc vous partez de 20 degrés et progressivement le système va donc passer de 20 à 50 degrés. Maintenant, donc ça c'était la première étape. Si maintenant vous sortez le métal de l'étuve et vous le replacez à l'air libre, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'évolution? Eh bien, au lieu de, donc on est, là je vais partir d'ici, eh bien vous allez avoir une baisse très rapide
de la température, vous allez avoir quelque chose de ce type-là. Donc ça, c'est le moment à partir duquel vous sortez le métal de l'étui. Donc on n'a pas du tout la même allure on ne repasse pas par les mêmes états. Si on rebasculait en arrière, on aurait une évolution très lente de la température entre 50 et 45 degrés par exemple, en le sortant de l'étui. Ce qui n'est pas du tout le cas. On a une évolution brutale au moment où vous sortez de l'étui qui correspond à la même évolution, entre guillemets brutale, que lorsque vous placez dans l'étui. Donc là, vous n'avez pas un phénomène réversible, le phénomène de transport, c'est-à-dire diffusion thermique et diffusion de particules, phénomène de transport, donc diffusion thermique et de particules. Diffusion thermique, donc ça, vous l'étudierez l'an prochain. Diffusion de particules, ce n'est pas au programme de l'AMP. Diffusion, mince. Diffusion de particules. Les phénomènes de transport sont des phénomènes dissipatifs. Alors, est-ce qu'on peut chercher d'autres phénomènes qui vont mener à des phénomènes irréversibles? Tous les phénomènes dissipatifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Évidemment, en mécanique, tout ce qui est frottement. Dissipatif, c'est donc qui vont puiser de l'énergie au système, et le frottement solide-liquide, solide-solide, entre solide et fluide, solide fluide par exemple. Qu'est-ce qu'on peut noter évidemment? L'effet Joule. Je vais noter là. L'effet Joule. Là vous avez des pertes d'énergie électrique par transformation énergie électrique énergie thermique. Tout ce qui est phénomène de viscosité, frottement en fait viscosité, et tous les phénomènes où vous avez des inhomogénéités. Donc à retenir en fait, dès que vous avez des inhomogénéités dans les concentrations, inhomogénéité au niveau concentration, température, pression, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les phénomènes intensifs, réactions chimiques, dès qu'on a tout ça, donc on a une réaction chimique, dès qu'on a tout ce genre de phénomènes, forcément la transformation sera irréversible. Alors, qu'est-ce que serait une transformation réversible maintenant? Il faudrait, pour avoir une transformation réversible, que le système passe par une succession continue d'états d'équilibre avec le milieu extérieur. Et donc, si on pouvait inverser de façon imperceptible, modifier légèrement les paramètres qui pilotent l'évolution des transformations, on repartirait, la transformation s'effectuerait dans l'autre sens. Donc évidemment, c'est quelque chose d'hypothétique, mais on va pouvoir essayer de s'en rapprocher, et dans certaines situations, eh bien, on pourra considérer que la réaction est réversible. Donc il ne faut pas, au niveau, à retenir au niveau du cours, pour que vous considériez une transformation réversible, elle doit être infiniment lente, pour que le système passe par une succession d'équilibres infiniment proches les uns des autres. Donc déjà, dans tout le vocabulaire, on voit que c'est infiniment lente, infiniment proche, c'est de l'hypothétique. Et pas de transfert d'énergie irréversible. Bon, donc vous sentez bien qu'une transformation réversible, c'est un modèle, et, comme on le fait bien souvent en physique, on va pouvoir, dans certaines situations, considérer que les transformations sont réversibles. Passons maintenant donc au deuxième principe qui va faire intervenir donc la grandeur dont j'ai parlé tout à l'heure, la grandeur, la fonction d'état, entropie. Alors, pour commencer déjà, la fonction d'état entropie, donc c'est une fonction extensive additive, elle se note S. Entropie, donc c'est pour ça que je le disais dans le précédent chapitre, que l'enthalpie qui possède un H se note H, et là l'entropie, vous êtes obligé d'apprendre que c'est avec un S qu'elle se note. Ce qu'on peut dire, c'est que l'entropie d'un système isolé, que l'on laisse évoluer spontanément, va évoluer
vers une valeur maximale. Donc là, ce qu'on a tout simplement comme alors l'unité de l'entropie, donc c'est le en joules par Kelvin. Si j'énonce le deuxième principe, alors l'énoncé du deuxième principe, c'est la variation d'entropie sur une transformation infinitésimale. Bon, je vais le réécrire, hop, même si c'est pas très joli. Alors la variation dx ici, il s'agit donc de la variation d'entropie du système, variation infinitésimale d'entropie sur le système. Eh bien, cette variation infinitésimale d'entropie du système peut être liée à une entropie d'échange, donc delta S échangé avec l'extérieur par le système avec l'extérieur, et une part, et là c'est tout à fait nouveau, donc celle-là on comprend bien, on a déjà bien vu que l'énergie interne pouvait voir sa valeur varier du fait d'une chaleur échangée ou d'un travail échangé, et là, une chose complètement différente, on peut voir le système, peut créer de l'entropie. De l'entropie peut être créée au sein du système. Au sein du système. Donc S créé au sein du système. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. C'est cette grandeur qui n'est pas conservative, qui peut être créée dans le système. Alors si maintenant on travaille sur une transformation finie, bien évidemment, l'entropie, la variation d'entropie est liée à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Alors, ici, je vais réécrire distinctement en même temps, on a une expression pour connaître l'entropie échangée par le système avec le milieu extérieur. Alors, si le système échange avec l'extérieur une quantité infinitésimale de chaleur delta Q, pour lequel, lorsque le système est en contact thermique avec l'extérieur, mais la surface de contact, j'ai noté T surface étant si je représente ceci, la température de la surface, donc là vous avez votre système au milieu, l'extérieur ici, T surface étant la température frontière entre le système et le milieu extérieur. Pour que ce soit homogène, évidemment, vous allez intégrer sur toute la durée de la transformation. Parce que, alors pourquoi est-ce que on peut écrire directement égal Q sur T surface si Q ne dépend pas de T. Lorsque vous sortir de l'intégrale, la température T surface, lorsque T surface est une constante, si constante. Sinon là on sort de l'intégrale lorsque T surface ne varie pas. Donc évidemment, si vous avez plusieurs sources, on va faire la somme des chaleurs échangées. On le fera dans le chapitre suivant. Alors, et là, on arrive à quelque chose de très important, c'est cette entropie créée là, complètement différent de ce qu'on a rencontré jusqu'à présent. L'entropie peut être créée. Donc une grandeur qui ne reste pas conservative. Alors, dans toutes les transformations réelles, l'entropie créée sera strictement positive. Par contre, dans le cas d'une transformation réversible, vous ne créez pas d'entropie, vous n'augmentez pas en fait, c'est vraiment mal dit, mais vous ne, dans le cas d'une transformation réversible, le désordre n'augmenterait pas de cette façon-là. Donc là, S créé supérieur ou égal à 0. Donc égal à 0 uniquement, je vais mettre en couleur, dans le cas d'une transformation. C'est important. Hop. Bon, je souligne évidemment tout ce qui est important, mais là tout ce qui est encadré de base est important. Et le fait que lors d'une transformation irréversible, l'entropie créée est forcément positive. Alors maintenant,
Ah, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais écrit, si vous avez plusieurs systèmes, c'est ce que je vais dire sans écrire, vous faites la somme si échange avec plusieurs systèmes extérieurs, thermique avec plusieurs systèmes, à ce moment-là, vous faites la somme sur tous les échanges thermiques. Bon. Ça, on verra au cas par cas, évidemment, vous inquiétez pas. Donc là, on va définir également une entropie massique, petit s, donc notre petit s, qui est le rapport de l'entropie sur la masse du système, donc évidemment en joules, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Vous vérifierez évidemment dans les exercices les unités et l'entropie molaire. Alors souvent on écrit S-mol, enfin j'écris S-mol, qui est l'entropie sur la quantité de matière, et donc en joules, Kelvin moins 20, mol moins 1. Alors comme on l'a dit précédemment, donc on va déjà déterminer l'entropie de certains systèmes particuliers, en particulier justement le cas du système isolé. Si vous avez un système isolé, alors par définition du système isolé, pas d'échange de matière, pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Qui dit absence d'énergie extérieure veut dire Q égale 0. Ça veut donc dire que l'entropie échangée entre le système et le milieu extérieur est égale à 0. Je rappelle, S échangé, c'est Q sur T surface. Or, Q est égal à 0, S échangé est égal à 0. Ça veut donc dire que la variation d'entropie du système est seulement égale à l'entropie que le système crée, S créé. Et donc, on arrive à la conclusion qu'en fait l'entropie d'un système isolé ne peut que croître au cours d'une transformation. Mais lorsque vous avez un système isolé, si vous avez une évolution spontanée au système, la transformation est forcément irréversible. Et donc, vous avez le système isolé qui subit la transformation jusqu'au moment où l'entropie de ce système atteint un maximum. Et donc, vous avez S qui atteint un maximum, S max. Parce que sinon, si vous continuiez l'évolution, vous retrouveriez à avoir une baisse d'entropie. C'est ce qui n'est pas possible. Alors maintenant, si on considère une transformation adiabatique, c'est ce que vous considérerez très souvent. À ce moment-là, adiabatique, et c'est échangé égal à 0 parce que les échanges thermiques, c'est ça que ça veut dire, tous les échanges thermiques entre le système et l'extérieur sont interdits. Q égale 0. Deux cas possibles, la transformation est irréversible, delta S égale, je répète encore, c'est le début du chapitre, c'est S créé, et S créé est strictement positive dans le cas d'une transformation irréversible. Si au contraire la transformation est réversible, c'est la seule possibilité pour laquelle S créé est nul, donc on se retrouve avec delta S égale 0. Conclusion, dans le cas d'une transformation adiabatique réversible, alors là vraiment c'est très important ça, eh bien l'entropie du système reste constante et donc on va pouvoir qualifier cette transformation-là d'isentropique. Le système va conserver une entropie constante, isentropique. Alors, une chose à retenir, j'aurais dû la mettre beaucoup plus décalée, c'est que la fonction d'état entropie, delta S, sa variation, ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système. Par contre, S échangé et S créé dépendent de la méthode, dépendent de la transformation subie par le système. On verra exactement comme dans le premier principe. Vous n'aurez pas le même Q et le même W selon que vous faites une transformation brutale ou infinitésimale. Et de la même façon, S échangé et S créé dans le deuxième principe ne seront pas les mêmes. Alors, on va s'arrêter là pour le cours parce que c'est déjà un gros morceau. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça tranquillement et
On continuera